Bonjour, j'espère que ça va bien. On est aujourd'hui lundi le 11 mars. Très fébrile d'être avec vous aujourd'hui parce que je vous entretiens un sujet qui est très personnel aujourd'hui pour plusieurs raisons. Quand vous vous joignez dans les commentaires et autres, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Ça me touche toujours de savoir qui est avec moi ce midi. Et quand vous l'écoutez en replay, n'hésitez pas. Bonjour Céline, heureuse de savoir que tu es avec moi. Donc, le sujet aujourd'hui, puis je tombe tout de suite dans le vif du sujet, puis je vous explique pourquoi j'ai choisi ce sujet-là aujourd'hui. C'est, dans le fond, notre passé ne nous définit pas. Et j'avais le goût de vous partager un peu des parts de mon histoire plus personnelle que peu de gens connaissent, que j'ai commencé à exprimer, à dire, sans dire publiquement, mais dans les gens qui font les journées créatives, rentrent dans mon univers avec mes parts d'ombre et de lumière. Mais la raison pour laquelle je fais le live aujourd'hui, puis que j'avais le goût de vous parler de comment on peut rebondir avec les grandes épreuves que l'on vit. Bonjour Audrey, allô Lynn, bonjour Céline. Bref, merci de vous joindre à moi. Et bref, on peut tous rebondir de grandes épreuves. Puis, mon histoire va être publiée la semaine prochaine, va sortir dans un livre qui sera publié aux Éditions de l'Homme qui s'appelle « Et si l'entrepreneuriat rendait fou ». Et ça a été un livre qui a été, un projet de livre qui a été soulevé, lancé par Dominique Gagnon. Et c'est les Éditions de l'Homme qui ont finalement publié, qui publieront le livre là, lors du lancement le 20 mars prochain. Et c'est Encom Media avec Isabelle Nassens qui a fait l'écriture du livre sous forme d'entrevue. Fait que tout ça pour dire qu'il y a plusieurs mois, presque un an déjà, avant l'été de l'année passée, j'ai fait une entrevue avec les gens d'Enkel Media pour l'écriture de ce livre et si l'entrepreneuriat rendait fou. Donc, c'est un livre qui touche, oui, les entrepreneurs, mais qui parle principalement de la santé mentale et comment être entrepreneur aujourd'hui. C'est quelque chose qui peut être challengeant. Je pense que c'est le plus beau métier du monde, mais dans la mesure où on a de la difficulté à mettre ses limites, ce qui a été mon cas, on peut rentrer dans un tourbillon infernal qui peut finalement faire soit très mal ou définitivement briser notre santé. Et dans mon cas, ça a été vraiment des défis de santé importants. Puis c'est ce que j'avais le goût de vous partager aujourd'hui parce que cette histoire-là va être publiée dans le livre et dans 2 autres livres à venir cette année aussi. Un autre qui s'appelle « Libre d'être soi » que j'ai coécrit le chapitre, dans le fond, où je raconte mon histoire. Et mon livre « La somme de mes rencontres » qui sera publié cette année pour sûr. Plus de détails à venir, où là, vous avez non seulement vous rentrez dans mon univers, mais vous rentrez dans ma tête par rapport à l'écriture de ce livre-là qui est terminé, qui s'en va en révision linguistique là, en ce moment même. Je travaillais ce matin même sur la page couverture avec l'équipe avec laquelle je travaille. Donc, tout ça pour dire que c'est très excitant. Et je voulais vous partager un petit peu mon histoire. Pour ceux qui me connaissent moins bien, moi, je suis une fille qui est née dans l'entrepreneuriat. Mon père a eu des restaurants et j'ai grandi, en étant la fille du patron, où ça m'a amenée, entre autres, à travailler très, très fort pour faire mes preuves. Et à la fin de mes études en marketing, à l'âge de 19 ans, mon père m'a suggéré d'aller chercher de l'expérience ailleurs, ce que j'ai fait. Mais je suis rentrée pour les soupes Campbell comme représentante à temps partiel et je suis rentrée dans cet univers-là finalement avec toute ma verve qui m'habite et qui m'habitait. Et ça a été vraiment un tremplin super intéressant de vivre l'expérience d'une multinationale comme Campbell, très apprenant. J'ai été super bien traitée. Honnêtement, ça a été une très grande école dans mon parcours professionnel et personnel. Et à l'âge de 29 ans, j'ai quitté finalement Campbell. J'habitais à Montréal avec mon conjoint à ce moment-là pour revenir à Québec, racheter le dernier restaurant de mon père qui était le Spaghettini. Puis ça a été, on a acheté en 2005 et ça a été un tourbillon d'une vie. Vous savez c'est quoi la restauration, vous voyez les restaurateurs travailler, c'est du 24/7, 365 jours par année avec tous les défis qui viennent avec, autant au niveau de la
production, création de menus, profitabilité, gestion de la main-d'œuvre, les opérations quotidiennes, la mise en place, etc., etc. Ça a été une superbe expérience, mais j'en ai brisé ma santé. En 2014, j'ai fait un premier burn-out où c'était vraiment un épuisement là, de surmenage à travailler 80, 90, 100 heures par semaine. Honnêtement, j'ai arrêté de compter. Je pouvais être au restaurant 6 heures le matin, puis il y a des fois, on sortait de là, il était 11h30 le soir. Puis on faisait ça 7 jours sur 7. Pas 365 jours par année parce qu'on avait quand même un restaurant qui était saisonnier, mais on le faisait quand même pendant plusieurs mois. Puis il est venu un moment au fil du temps où même après une semaine de vacances, je revenais puis j'étais épuisée. Donc, je n'étais pas capable de récupérer. Fait que 2014, j'ai pris un arrêt de travail de 2 mois où je suis allée me reposer à notre chalet. J'ai fait le plein d'énergie et en septembre suivant, dans le fond, quelques mois, 2 mois plus tard, je suis retournée au travail à temps plein, comme si c'était jamais rien passé, la tête par en avant, puis let's go, on fonce. Et en 2019, j'ai eu la période 2018-2019 où l'art est arrivé dans ma vie. J'avais une dualité qui m'habitait constamment entre mon désir de peindre, de devenir une artiste peintre et j'avais une entreprise à gérer. Donc, on s'est entouré d'une équipe au niveau de la gestion du restaurant, entre autres pour me permettre de vivre l'école d'entrepreneurship de Beauce, mais aussi pour me permettre finalement de développer ma carrière artistique. Puis, ça allait somme toute très bien, mais j'avais certains éléments qui me titillaient, puis un peu comme l'image de la personne qui se met la tête dans le sable, qui fait l'autruche. Je savais que j'avais des problématiques à gérer dans mon entreprise, puis j'étais, sans dire omnubilée, non, je n'étais pas omnubilée, j'étais réellement dans la fuite d'affronter ça parce que je me disais, si je fais ce que j'ai à faire, puis ce que j'aurais dû faire, ça m'a ramené au restaurant de temps plein, puis j'aurais dû mettre ma carrière artistique sur pause dans ces années-là. Puis est arrivé là, un tourbillon de situations plus difficiles les unes que les autres. Fait que j'ai fait une première tentative de suicide en février 2019. C'est vraiment un coup de tête, c'était pas planifié. On m'a retrouvée, il y avait honnêtement peu de chances que je me manque pas. Là. C'était, comme je vous dis, c'était pas prémédité tout ça. Puis ça a été vraiment une grande erreur, une grande épreuve, des dommages collatéraux incroyables. Et ça a été très difficile pour moi de dépasser la honte qui m'a habitée. Puis quand je voulais parler du sujet aujourd'hui de notre passé ne nous définit pas, cette période-là de ma vie, malgré le fait qu'elle fait partie de mon chemin, n'est pas, je ne suis pas une personne qui est suicidaire, dans ma nature, je suis une personne qui est hop la vie, qui est positive et tout ça. Puis j'ai dû comprendre ce qui m'avait amené là, puis c'est définitivement le surmenage, le tourbillon de la vie, la pression que je m'imposais, puis le fait aussi que je ne me sentais pas à la hauteur parce que je ne réglais pas ce que j'avais à gérer dans ma vie professionnelle au niveau de mon restaurant. Et fait que ça a été vraiment l'accumulation d'une période et tout ça. Puis la reconstruction à ce moment-là a somme toute été très rapide, sans dire facile. Le plus difficile, ça a été de dépasser la honte qui m'habitait et de simplement essayer de changer. Puis je dis bien essayer de changer les patterns dans lesquels j'étais. Puis, somme toute, les choses allaient très bien jusqu'au moment où ma mère, que j'accompagnais dans la maladie depuis 21 ans, parce que ma mère avait la sclérose en plaques, puis elle était placée en CHSLD. Et c'est moi qui s'occupais d'elle parce que mes parents se sont séparés au moment où ma mère est tombée malade. Et quand ma mère est décédée, ça a été une grande épreuve parce qu'elle était très importante dans ma vie. Je m'en occupais aussi beaucoup. Et 2 mois après, mon conjoint a eu le même diagnostic de sclérose en plaques que ma mère. Et ça a été vraiment un immense choc parce que toute ma vie, j'ai été entourée de maladies, puis je me disais, je ne peux pas croire que je viens d'enterrer ma mère, puis que j'embarque avec mon conjoint dans la même bataille que ma mère a maintenu pendant un tellement nombre d'années. Puis ma mère est en fauteuil roulant, elle avait plusieurs heures de soins par jour au CHSLD. Fait que tout de suite, moi, j'ai fait A, B, c'est la même affaire, alors que le diagnostic de mon conjoint, oui, c'est la même maladie, mais il y a différentes formes. Puis en ce moment, il est somme toute en bonne santé. Et à ce moment-là, on a pris la décision de vendre le restaurant. Fait que ça a été
un tourbillon d'émotions, mais très, très aligné. Pour moi, c'était une libération de vendre le restaurant. Puis, le neurologue de mon conjoint nous avait dit, ben, si vous avez des rêves, faites-les maintenant. Puis, la vente du restaurant, pour nous, c'était la libération qui nous permettait de vivre les rêves de mon conjoint, de voyager, de profiter de la vie, de se reposer aussi, de faire le plein d'énergie. Et on a vendu le restaurant en février 2020. Donc, une belle transaction avec un groupe exceptionnel. On était très, très heureux. Et ils sont rentrés dans l'entreprise au jour 1 de la signature en disant, ben, nous, la transaction était prévue le 31 mars initialement. On aurait pu la faire au moment de la signature, mais la raison pour laquelle on a mis la date plus loin, donc le 31 mars, c'était que notre fin d'année financière de l'entreprise était à cette date-là. Puis on voulait, je pense, avantager tous les partis sur le fait que c'était plus facile de faire une transaction à la fin d'une année financière qu'en cours d'année financière, surtout à 6 semaines de la date. Et ils sont rentrés dans le restaurant le 15 février avec leur équipe. Ils ont géré le restaurant comme si c'était à eux, même si les papiers finaux n'étaient pas signés chez les avocats. Et la pandémie est arrivée le 13 mars, donc à peine un mois après leur entrée en vigueur et les papiers signés. Et le 17 au matin, leurs avocats nous ont contactés pour nous dire qu'ils se retiraient du restaurant et de la vente. Donc, on venait de perdre la vente du restaurant et on rentrait dans une pandémie mondiale. Ça a été un choc immense parce que je peux vous dire que nous, au niveau de la tête, on était déjà rendu ailleurs. On était dans la planification de nos vacances, on avait des plans, des plans de voyage, des plans de projet, puis là, tout tombait à l'eau. Non seulement nos plans à cause de la COVID, mais la vente du restaurant. Puis par la suite, on a dû rembarquer non seulement dans le restaurant pour le fermer, mais ce qui a été le plus difficile aussi, ça a été d'accompagner nos employés à temps plein qu'on a dû mettre à pied et les supporter financièrement pendant les 6 à 7 semaines avant que la PCU sorte puis qu'il y ait des revenus. Fait que ça, cette période-là était vraiment très difficile. Tous les jours, le téléphone sonnait, on devait être au front. J'avais vraiment l'impression que j'étais le capitaine du navire dans une tempête. Puis ça a été vraiment très, très difficile. Puis à un point où j'ai mentionné le fait que j'étais prête à remettre les clés à la banque, même si on n'avait pas de dette, même si l'entreprise allait somme toute bien, puis qu'on avait une certaine profitabilité, puis on avait des sous de côté qui nous auraient assuré potentiellement qu'on passe à travers la pandémie. Dans ma tête, ça ne marchait plus pantoute. Le fait de vivre tous les chamboulements qu'on venait de vivre. Et la réponse qu'on m'a faite, puis qui est tout à fait légitime, c'était, ben Caroline, écoute, on ne peut pas donner l'entreprise ou payer pour la fermer quand on venait de la vendre à un très bon prix. C'est temporaire, cette situation-là. Il faut tenir, il faut passer à travers tout ça. Et j'étais dans un tourbillon mental tellement pas bien que j'ai fait une deuxième tentative de suicide. Et cette tentative-là, elle a été non seulement planifiée, mais je peux vous dire que je ne souhaitais plus quand je me suis réveillée parce qu'on m'a retrouvée. Et encore aujourd'hui, non seulement je n'ai plus aucun souvenir de cette journée-là, mais on m'a retrouvée, puis je ne suis pas capable d'expliquer pourquoi, parce que dans ma tête, encore aujourd'hui, les derniers souvenirs que j'ai, c'est impossible que je sorte de où j'étais. Fait que tout ça pour dire, puis je ne veux pas tomber dans tomber dans ce côté sombre-là, mais je peux vous dire que quand je me suis réveillée, j'étais à Robert-Richefort en psychiatrie et du fait que c'était la deuxième tentative que je faisais, j'étais considérée comme une récidiviste, donc à risque. Donc, tout de suite, la dynamique a changé, l'équipe a changé et le psychiatre qui m'a rencontrée la première fois à mon réveil, j'ai dit, écoutez, je dois être folle, je dois avoir un problème de santé mentale. J'ai dit, c'est comme ça que je me sens, j'ai vraiment perdu le contrôle. Et il m'a dit, écoutez, Madame Bergeron, il dit, votre taux de cortisol dans le sang est 10 fois supérieur au maximum toléré par l'humain. Fait qu'il dit, c'est certain que non seulement vous étiez malade, mais qu'il n'y a aucune chance que votre geste, même s'il était prémédité, ait été réfléchi. Il dit, ça a attaqué votre hippocampe au niveau du cerveau. Et cette attaque-là fait que tu perds tout le sens du raisonnement, de la raison, de ce qui est juste. Fait que c'est vraiment là, comme si j'étais dans un brouillard, que mon conjoint que j'aime, que ma fille que j'aime était même plus dans le décor pour être capable de me ramener finalement à moi. J'étais complètement déconnectée. Mon corps a complètement lâché. Et
La reconstruction a été très difficile parce que là, non seulement je venais de briser mes promesses de ma première tentative, mais j'avais vraiment l'étiquette dans le front récidiviste. J'avais l'impression que c'était teinté en lumière, diamant, flash les lumières, tout le kit. Puis, j'étais non seulement honteuse, mais j'étais malade et je ne comprenais pas. Bien, j'avais besoin de prendre du temps pour me déposer, comprendre tout ce qui m'avait amené là. Puis, c'est ce processus-là de reconstruction que je raconte dans ma conférence, entre autres, Sois l'artiste de ta vie, où j'ai pu identifier des blocages, des situations qui m'ont amené là, finalement. Puis, je ne dis pas que ça amène tous les gens là, mais je réalise qu'on a des quêtes tellement similaires comme humains que, à quelque part, mon défi personnel est quelque chose qui devient, sans dire universel, mais qui va rejoindre beaucoup de gens qui vivent des modes de vie similaires à celui que je vis là, dans l'entrepreneuriat, le solopreneur ou l'intrapreneur en entreprise ou autre. Mais je sais qu'on se met beaucoup de pression, puis il y a beaucoup de problèmes de santé mentale dans les entreprises, d'absentéisme causé par ça. Puis moi, sur le coup, dans tout mon processus de reconstruction, je me suis posé la question si j'avais le goût d'être un porte-étendard en avant, puis d'être en mission de porter ce chapeau-là. Puis la réponse, c'est non. Par contre, quand on m'a sollicité l'an passé pour écrire mon histoire qui touche, comme je vous dis, la santé mentale chez les entrepreneurs, je me suis dit que c'était peut-être le bon moment pour moi d'être capable simplement de me tenir debout, d'assumer mes choses, puis d'être capable, le fait d'accepter que ça devienne public, je pense que ça permet, ou en tout cas, c'est plus cohérent avec l'authenticité qui m'habite maintenant, la vulnérabilité que j'ai plus peur de montrer. Et merci pour le petit cœur avec les choses, je le prends. Ça me motive de vous en parler aujourd'hui parce que ça fait pas longtemps que je suis capable d'en parler sans pleurer. Puis là, je suis toute seule devant mon écran à vous parler à vous, puis ça me touche. Mais je veux juste vous dire que votre passé ne vous définit pas. Je ne suis pas mon acte. Ça a été pour moi de toucher le fond du baril. Ça a été pour moi d'aller aussi bas que je pouvais aller. Puis après ça, ça a été... Mon Dieu, excusez-moi. Après ça, ça a été de dire comment je me rebâtis, comment je retravaille mon estime de moi, ma confiance en moi, comment je regagne la confiance de mes proches, comment je suis bienveillante pour moi, puis que je m'assure de ne plus jamais retourner là. Fait que c'est ces aspects-là, finalement, que j'aborde dans le chapitre qui va être publié. Puis c'est vraiment une histoire qui est, oui, dramatique de la façon que je peux la rencontrer, mais je sais qu'aujourd'hui, je ne sais pas qui je suis si je n'avais pas passé à travers ça, puis que je n'avais pas frappé ce mur-là qui m'a complètement arrêtée et qui m'a dit, à partir de maintenant, c'est pas un mode de vie, ce n'est pas une option, ce n'est plus, tu ne veux plus te rendre là. Fait qu'est-ce qui fait que, on a vendu le restaurant d'urgence après ça pendant que j'étais à l'hôpital. Ça a été une grande libération. J'ai été suivie en psychologie pendant quand même près d'1 an après mon deuxième geste. Et aujourd'hui, malgré le fait que là, je suis émotive, je considère que non seulement je vais très bien, mais que j'ai vraiment l'impression que toute cette épreuve-là m'a libérée de l'armure que je portais sur l'image que j'accordais et le pouvoir que je remettais aux autres par rapport à ma vie à moi. Puis c'est ce volet-là que je traite dans le livre qui va sortir la semaine prochaine. Je m'en vais à Montréal pour le lancement et il y aura un lancement à Québec aussi qui s'en vient dans 2 semaines. Et c'est ce qui m'amène simplement à vous dire que peu importe ce que vous avez vécu dans le passé, merci Vanessa, Audrey, vos commentaires. Je vais juste afficher. Me touche. Oui, OK. Tu es sublime d'en parler avec autant d'authenticité. Je suis entrepreneur. Ce que tu racontes me touche. En effet, c'est une réalité d'être capable de se tenir debout, de le dire haut et fort, de porter le poids qui est venu avec ce geste-là. C'est
ça fait partie de mon processus je pense, de guérison, d'acceptation, simplement de dire les choses telles qu'elles sont, de ne pas tenter de les cacher, de ne pas tenter de les éviter. Ça ne fait pas partie de mon quotidien dans mes pensées. Au début, oui, probablement, mais plus maintenant. Maintenant, je suis focusée sur le ici maintenant. Je suis focusée sur comment je vais, comment je me sens. Je prends mon état d'âme et mon état d'être très, très au sérieux. Et c'est fou parce que ça a été comme un tremplin. Tu sais, dans la vie, on peut réagir de différentes façons à ce que la vie nous présente, aux épreuves que l'on vit. Et pour moi, toute cette histoire-là, ça a été un tremplin je n'ai pas de temps à perdre dans l'urgence de vivre parce que là, j'ai compris que j'avais une troisième chance de laisser non seulement ma trace, mais de vivre ma mission, mon essence, d'être celle que je voulais être. Puis, ça a été, tu sais, c'est le parcours du combattant, c'est le guerrier dans l'arène. Il y en a qui vont pointer du doigt puis qui vont dire « Oh my God, je ne voudrais pas être à sa place. » Tu sais, ultimement, les premières fois que j'ai rencontré ma psychologue à ma sortie d'hôpital, elle me disait « Tu sais, il va falloir que tu choisisses à qui tu en parles puis comment tu vas le faire pour te préserver. » Et ça, c'est resté comme une croyance ou un blocage en disant que je vais être jugée. Puis, moi, ce que j'ai le goût de vous dire, c'est faites attention aux lunettes que vous mettez quand vous écoutez des histoires comme celles que je vous partage, parce que je pense juste à des Caroline Néron, des Marie-Pierre Morin, qui ont été trucidées sur la place publique parce qu'elles étaient des personnalités publiques, puis qui ont vécu des défis financiers, des défis d'attitude. Ils ont fait des choses qu'ils ont regrettées de quelque façon que ce soit. Puis, le regard les a amenés à penser même qu'ils n'avaient pas le droit de continuer à vivre. Puis moi, ça, c'est le volet où ça me touche, de dire peu importe ce que nous avons fait, aujourd'hui, le jour le plus important sur qu'est-ce qu'on peut changer ou comment on peut être celle que l'on veut vraiment être, qui fait que ce qu'on a fait dans le passé puisse éventuellement devenir comme un souvenir lointain, puis que ça ne nous habite plus autant, puis qu'on a l'impression qu'on a encore notre place, qu'on a encore le droit de vivre, puis qu'on mérite notre place. Puis j'ai compris à travers ce processus-là que je n'avais pas besoin de mériter. Puis ça a changé définitivement mon regard sur l'échec, sur les épreuves et autres. Puis moi, ce qui m'a aidé à rebondir, il y a un paquet de facteurs. Puis si vous vivez la journée créative, tous les outils que je vous partage, c'est des outils hyper puissants, impactants, qui vous permettent de vous élever, vous, puis de vivre la vie que vous avez toujours rêvé, puis de ne pas rester dans des situations dans lesquelles vous n'êtes pas bien. Puis, fait qu'aujourd'hui, je me sers de mon expérience pour permettre aux gens de pouvoir se choisir, permettre aux gens d'être celui ou celle qu'il veut vraiment être, puis de déposer finalement l'armure, ou moi je l'appelle le sac à dos avec le poids du monde qu'on porte sur nos épaules, là, puis de se choisir. J'ai réalisé que je m'étais non seulement oubliée, que je n'avais pas été ma meilleure amie à mon égard, puis ça a été de travailler ma bienveillance. Ce mot-là fait partie de mon tableau visualisation depuis 2020, le mot bienveillance. Et je suis vraiment beaucoup plus sensible à mes besoins, mais à ceux de mon entourage. Quand je rencontre des gens, j'ai un senti qui est très, très puissant sur comment les gens vont, comment je ressens l'énergie, tout ça. Puis, je ne suis plus dans « Ah, comment ça va? Ah, ça va bien » ou « Tu sais, j'en ai rien à battre » ou « Elle ne peut pas le savoir, fait que je vais répondre n'importe quoi ». Fait que mon authenticité, aujourd'hui, je suis capable d'être Non, je suis capable d'être capable. Ah, c'est bon, ça. Je suis plus... je suis dans la sincérité simplement de dire aujourd'hui, c'est une journée plus difficile, mais ça va aller mieux demain. Puis, en contrepartie, voici comment je réussis à profiter quand même de la journée qui est en cours. Fait que j'ai mis en place un paquet d'astuces que je partage dans mes journées créatives sur peu importe ce que l'on vit, quand ça nous touche émotivement, on tombe tout de suite dans
comment se protéger, comment se nourrir, comment se prioriser pour se préserver. Puis, j'ai appris énormément dans les 4 dernières années. Ça va faire 4 ans. Et je vous dirais que c'est loin derrière moi. Une des choses qui me laisse la plus béate, en tout cas, pas en état de choc, mais je me dis, tu sais, que le psychiatre m'a dit, il dit, Madame Bergeron, il dit, non seulement vous n'avez aucun problème de santé mentale, mais il dit, vous êtes une femme extrêmement forte parce qu'il dit, ce que vous me racontez qui était votre quotidien dans les derniers mois et les dernières années, il dit, c'est comme un athlète olympique qui court un marathon à tous les jours pendant des mois et des mois. C'est physiquement impossible de passer à travers ça sans avoir des dommages collatéraux au niveau justement de tout le concept des hormones, puis de tout ce que ça fait. C'est venu attaquer mon corps, puis j'en étais pas nécessairement consciente. J'étais consciente que j'avais l'impression d'être dans un train qui roulait à 100 000 à l'heure, mais j'étais pas consciente je savais pas comment sortir de ça puis faire arrêter tout ça. Puis aujourd'hui, ben, c'est ce que je fais dans mes coachings, dans mon mentorat. J'accompagne dans la bienveillance où la personne qui est devant moi est toujours la personne la plus importante dans sa vie à elle. Puis je l'amène à prendre conscience qu'elle a le droit de se prioriser puis qu'elle est assez. Puis, nonobstant ce qui vous est arrivé, dites-vous une chose, c'est que si vous avez le désir d'être quelque chose d'autre, vous pouvez. Si vous êtes dans un tourbillon, moi, la première chose que je vous dis, c'est stop. Stop, arrêtez tout de suite tout ce que vous faites. Là, vous pouvez, il y a des solutions, il y a des portes de sortie, mais arrêtez. Prenez du temps, allez vous reposer, levez la main, dites que vous avez besoin d'aide, allez chercher cette aide-là. Il y a des gens autour de vous qui tiennent à vous, qui vous aiment. Et ces gens-là pourront porter un certain temps avec vous le fardeau qui est sur vos épaules, vous aider à défaire les croyances et les blocages qui vous animent et tout ça. Puis moi, ça a été, tu sais, aujourd'hui, je suis devant vous avec toute mon humilité, ma vulnérabilité. Et j'ai juste plus le goût de jouer la cachette de « Ah, ben je vais bien, je vais bien, je vais bien » ou du « toujours plus ». J'ai appris à être beaucoup plus sensible à mes besoins, à les nommer, à m'écouter aussi. Puis, les leçons que je retire de toute cette expérience-là font qu'aujourd'hui, non seulement je vais bien, mais je suis à même de pouvoir assumer le fait que c'est arrivé dans ma vie, d'être capable d'en parler et si ça peut aider une seule personne à se dire « Oh my God, je suis pris dans un tourbillon », j'ai peur de ce qui est devant moi parce que j'ai l'impression d'avoir perdu le contrôle, bien, moi, ce que je peux vous dire, c'est déjà de le nommer, de le partager à votre entourage et d'être en mode solution pour réduire la charge mentale, réduire la charge physique de toutes les tâches que vous avez à faire. Puis après ça, de dire comment je peux prendre soin de moi, me reconstruire, me refaire une santé, puis me sentir bien. Parce qu'ultimement, je pense qu'on veut tous la même chose, on veut se sentir bien. Puis quand on est en perte de contrôle, c'est là où ça devient dangereux, des fois dans l'impulsivité ou des choses, on vient à un moment donné qu'on est troublé, puis on ne sait juste pas quel pied poser ou quel geste poser. Fait que, une chose est sûre, dans le live d'aujourd'hui, c'était définitivement un live qui était plus personnel. La raison qui a motivé mon choix, je le répète, c'est le lancement du livre « Ici l'entrepreneuriat rendez-vous » qui va avoir lieu la semaine prochaine à la BDC à Montréal. Et pour moi, ben, c'était sans dire anxiogène, mais c'était un moment où je trouvais important de le nommer dans mon réseau, dans mon live, dans ma vie, avant que ce soit publié dans un livre qui va, comme je vous dis, sortir la semaine prochaine. Puis dernièrement, ben, l'été passé, j'ai eu la chance d'aller à l'émission Faire une femme de soi de Jeanne Duquette à Montréal. Et on est tombé sur ce sujet-là de la santé mentale, de ma tentative de suicide, la dernière. Et ça a été, tu sais, je ne m'attendais pas à ce qu'on s'en aille là dans l'émission. Puis ça a été vraiment, merci Vanessa, ça a été vraiment troublant pour moi parce que là, c'était comme la première fois que je le disais sur une plateforme publique à la radio. Et ça a été le premier pas vers le fait qu'aujourd'hui, je suis capable de vous en parler de vive voix dans tout ce que je suis, comment ça sort et tout ça.
Puis, c'est ça. Fait que tout ça pour dire que. Puis, un des commentaires, c'est là où je voulais en venir. Un des commentaires que Jenny a fait, c'était que le propre de la femme entrepreneur, c'est justement souvent les problèmes de santé mentale vont être présents, que ce soit dans le surmenage, la dépression, les postpartum, whatever quoi, on peut les nommer, tentatives de suicide, idées noires, dépression et compagnie, parce qu'on porte tellement de chapeaux. On a la carte de Superwoman à tous les jours, puis on est au front, puis on veut être la meilleure dans sa job, puis comme maman, comme conjointe, comme fille pour nos parents, comme sœur pour nos frères et sœurs, comme amie. Et cette pression-là qu'on se met fait à un moment donné qu'on pète aux frettes. Fait que moi, ça m'est arrivé plus souvent qu'autrement. Et aujourd'hui, je peux vous dire que mes signaux d'alarme, aussitôt que je suis dans le surmenage, aussitôt que je me mets trop de pression, les signaux d'alarme allument, je tombe en mode que j'appelle orange. Puis là, c'est comme, OK, tu sais, je ne suis pas dans des pensées négatives, loin de là, mais je sais que je suis fatiguée. La première chose qui vient, c'est stop, prends du repos. Déplace tes choses, repousse les échéanciers, mais il y a toujours une porte de sortie. Tu es la personne la plus importante dans ta vie. Puis, merci de vos partages. Écoute, Vanessa qui dit merci infiniment, je veux que tu sois ma mentor. T'es gentille, Vanessa. Céline a dit merci d'être aussi vrai, je te comprends tellement, je suis une personne très, très émotive. Puis cette émotivité-là n'est pas un défaut. On apprend, je pense, à se donner le droit d'être qui on est. Puis Rémi Tremblay de la Maison des leaders, avec qui j'ai eu la chance de co-animer un panel de discussion l'année dernière d'un événement qui va avoir lieu à nouveau cette année, le 19 avril, à Galerie Haro. Mais si vous n'avez pas vu l'information, allez sur mes réseaux sociaux, vous allez voir. C'est un panel de discussion incroyable avec Jean-Marie Lapointe, Robert Savoie, Annick Laprate, Mélanie Paul. Il y a vraiment du monde de qualité. Puis il y a des gens que je ne connais pas non plus que je vais découvrir. Donc, ça va être très excitant. Mais où je voulais en venir, dans le fond, c'est que Rémi Tremblay disait si tu n'es pas qui tu es, qui le sera? Puis, tu sais, un peu le qui suis-je, que vais-je, etc. Là, on va tomber là, dans la réflexion de base de la psychologie humaine. Mais moi, j'ai aimé cette phrase-là, elle m'a fait du bien. Si tu n'es pas qui tu es, qui le sera? Puis, c'est comme s'il me donnait le droit d'être tout ce que je veux. Puis aujourd'hui, je n'essaie plus de cadrer dans un cadre où, parce que j'ai été une entrepreneur dans la restauration, faire le saut dans l'art, c'était comme insensé. Je ne suis plus non plus essayer de fitter dans une boîte parce que je suis artiste peintre, il faut que je fasse les choses d'une certaine façon. J'ai réellement, imaginez la boîte, là, j'ai ouvert les côtés au complet, je les ai coupés, puis il n'y en a plus de limite. Puis j'aime marcher sur des chemins le moins empruntés. J'aime innover, j'aime expérimenter des choses qui n'ont jamais été faites, de me donner le droit d'être cette créatrice-là que je suis dans l'art, mais maintenant dans mes conférences, dans mes journées créatives, dans les animations de mes team building et dans l'écriture maintenant, parce que comme vous savez peut-être, si vous m'avez suivi dans les derniers mois, j'ai écrit mon livre en janvier. Le manuscrit est terminé. Il est actuellement à la révision linguistique. Fait que, il va sortir dans les prochains mois. Vous allez en entendre parler. Audrey, merci du partage. Je vais l'afficher ici. Audrey, elle nous dit moi, j'aime cette citation. Be yourself, everybody else is already taken. C'est exactement ça. Puis un des éléments aussi, moi, que je trouve intéressant, puis j'adore cette phrase-là, Audrey, merci du partage. Une des choses que je trouve super intéressante dans tout ce chemin-là, c'est que la journée où j'ai déposé mon sac à dos, parce que je ne pouvais pas partir de plus bas, je pouvais juste monter, je pouvais juste avancer, je pouvais juste me reconstruire, me relever. Puis ça a fait un immense ménage dans ma vie au niveau des gens qui m'entourent. Puis ceux qui sont restés, ben, c'est les vrais. C'est les gens qui n'étaient pas avec moi pour le paraître. C'est les gens qui étaient avec moi, qui sont avec moi, qui sont restés parce qu'ils me connaissent. Ils connaissent mon cœur, ils connaissent ma bienveillance, ma générosité, mon âme, le fait que je suis une personne qui est foncièrement optimiste, positive, énergique, engagée. Puis que cette situation-là, le surmenage et
le cortisol dans mon sang, puis tout ça, ben, ça a complètement déréglé la madame au complet. Puis là, ben, depuis, ben, ça va non seulement très bien, mais le fait d'avoir vendu le restaurant, qui était mon plus grand source, mon plus grande angoisse, ma plus grande source anxiogène, si je peux dire, bien, quand on l'a eu vendu, ça a été vraiment une libération de dire à partir de maintenant, je n'ai plus aucune contrainte, obligation, je n'ai plus d'employés, je ne me rapporte plus à personne, j'ai plus de famille que je fais vivre. Toute cette pression-là que je vivais au quotidien est tombée. Puis là, à partir de là, j'ai dit, écoute, tu as un canevas blanc, tu as une page blanche, qu'est-ce que tu fais avec? Puis c'est tous ces pas-là que j'ai fait depuis 4 ans qui m'amènent aujourd'hui à être où je suis. Puis dans je dirais la simplicité, j'apprends à accueillir ce qui se présente à moi. Je lance dans l'univers, je manifeste énormément de désirs qui sont beaux. J'utilise le pouvoir de l'intention à tous les jours. Je fais mon journal de gratitude le soir au coucher. Puis, je suis tellement heureuse, non seulement d'être encore en vie, mais d'être là pour vous en parler. Puis, comme je vous dis, mon objectif, c'est pas d'être en mission puis d'être la porte-parole de la Fondation canadienne du suicide ou whatever quoi, ou une porte-parole pour SOS Suicide ou centre de crise ou autre. On n'est pas là. Moi, j'ai juste le goût de dire que ça arrive, que c'est humain. J'ai compris aussi que j'étais imparfaite, que j'avais des zones d'ombre, puis mon ego, la peur d'être jugée, la peur d'être rejetée, a fait que je n'ai pas été capable de lever la main. Puis ça, ben, ça n'arrivera plus, ne serait-ce que maintenant, juste de nommer mes besoins. C'est vraiment mon leitmotiv maintenant. Puis je pense que c'est cette authenticité-là qui m'habite maintenant, qui fait que je suis dans l'humilité, que je suis accessible, disponible, puis que je suis là avec vous aujourd'hui. Puis j'ai réfléchi, puis c'est drôle parce que ce live, d'habitude, mes lives, je les prépare, puis celui-là, pas pantoute, j'ai pas une note devant moi, feuille blanche. Je me suis dit, je vais parler avec mon cœur, puis je vais voir comment ça va sortir. Puis écoute, merci beaucoup de vos commentaires. Marie-France, tu écrit un long texte, je vais prendre le temps de le lire, ça va me faire plaisir de te répondre. Mais tout ça pour dire que le sujet de la semaine prochaine, je suis en train de le peaufiner, mais j'avais le goût de parler de constance. Comment développer sa constance? Parce que j'entends beaucoup, beaucoup de choses actuellement sur le web, dans mes coachings, dans mon mentorat et autres. Puis, beaucoup de gens aussi qui me demandent comment je fais pour faire ce que je fais au quotidien. Et ça m'a amené à vouloir vous parler du sujet de la constance. Puis pour moi, la constance, c'est un des secrets les mieux gardés, des actions à faire dans ce qu'on fait, que ce soit dans la percée dans le marché de l'art, que ce soit quand on est entrepreneur, qu'on a des idées, qu'on a des objectifs, qu'on a des grands rêves, qu'on a une bucket list. La constance est un des secrets. Puis comment l'alimenter, puis vous assurer de la préserver, cette constance-là, parce que c'est le secret. C'est peu importe la meilleure idée que vous avez, si vous n'êtes pas constant dans vos actions, ben cette idée-là va probablement mourir de sa belle mort avec le temps. Fait que la constance, c'est la clé. Puis la semaine prochaine, on va en parler lundi de la semaine prochaine. Puis là, ben, j'ai des questions pour vous avant de vous quitter. C'est que je me pose la question, si les lives sont trop longs, est-ce qu'une formule plus une astuce, 5 minutes, quelque chose de plus dynamique, plus court, serait plus intéressant pour vous? Si c'est le cas, commentez, donnez-moi votre opinion. Puis si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde, des questions qui vous surlupinent, puis que vous dites, hey, mon Dieu, il me semble que si Caroline pouvait m'en parler ou me donner son point de vue là-dessus, profitez-en pour m'écrire, que ce soit sur mon Messenger, sur mon Facebook, sur le site arroartiste.com. Il y a une section contact. Vous pouvez m'envoyer vos messages là, mais n'hésitez pas. Je vais être au rendez-vous la semaine prochaine. J'embarque dans un marathon dans les prochains mois qui va être extraordinaire. Je vais vivre des beaux et des grands moments. Merci beaucoup, Audrey. 30 minutes, c'est parfait. Donc, des fois, je déborde, comme là, on est à 40. Mais tout ça pour dire que je vais tenter d'être concise. Puis, si vous avez des idées, des sujets et autres, ben, n'hésitez pas. Ça va me faire plaisir. Fait que sur ça, ben, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre bienveillance, je reçois votre amour, vos commentaires, vos petits loves, les petits cœurs et tout ça. Merci. Puis, partez avec le principe qu'on a tout en nous pour réussir ce qu'on veut réussir. Puis,
la journée où on garde ce pouvoir-là, puis qu'on ne le remet pas à l'autre, aux autres, c'est là où je pense qu'on réussit finalement à faire de plus grandes choses. Fait que la semaine prochaine, on se revoit pour un sujet sur la constance. Puis, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup de vos commentaires, de votre présence. Je vous embrasse, puis je vous dis à la semaine prochaine. Merci.